Je suis Padre del Valle. Et ceci est la réalité du Mexique. Il y a des histoires qui ne se racontent pas à voix haute. Elles se murmurent dans des cuisines mal éclairées, elles se suggèrent dans des regards en coin lors des veillées funèbres. Ce sont des histoires qui se cachent dans la poussière des chemins que personne n'emprunte, dans les plis oubliés des cartes. Des secrets qui pourrissent sous le soleil implacable du désert, momifiés par la chaleur et le silence, attendant que personne ne vienne les déterrer. À Coahuila, la terre est sèche, rugueuse. Elle craque sous les pieds comme si elle se plaignait, et elle garde bien ses secrets. Elle les absorbe comme s'il s'agissait des rares gouttes de pluie du mois d'août, en espérant qu'ils ne remontent jamais, jamais à la surface. Elle les cache dans les entrailles de ses salines et dans le cœur épineux de ses cactus. Mais parfois, la vérité est une chose têtue, une chose vivante. Elle ne se laisse pas enterrer pour toujours. Elle trouve une fissure par laquelle s'échapper, une brèche dans le pacte de silence, comme une mauvaise herbe qui brise le béton d'un trottoir oublié, comme une tache d'humidité qui fleurit sur un mur fraîchement peint, révélant la pourriture qui se cache derrière, comme une seule goutte de sang, rouge et scandaleuse, sur la terre blanche et craquelée du Salin. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas une histoire de monstre avec des crocs et des griffes. Ce n'est pas un conte pour effrayer les enfants la nuit. C'est pire, bien pire, parce que ces monstres nous ressemblent trop. C'est une histoire d'amour, un amour si profond, si absolu, si désespéré, qu'il s'est transformé en un crime contre la nature elle-même. Un amour qui, pour échapper à la cruauté du monde, a construit son propre univers avec ses propres lois. Un amour qui a défié Dieu, les hommes et les lois écrites dans le sang et dans la pierre, et qui a été découvert de la manière la plus froide et la plus moderne qui soit, grâce à une poignée de données dans un ordinateur, grâce à un simple test ADN. Si vous avez le courage de regarder directement là où les autres détournent le regard, si vous pensez que chaque victime mérite d'être entendue, même si son histoire nous brûle de l'intérieur et laisse une cicatrice indélébile dans notre âme, alors abonnez-vous et rejoignez-moi dans ce coin oublié de notre Mexique, où le silence crie plus fort, beaucoup plus fort que n'importe quel mot. Le village n'avait pas de nom sur les cartes importantes. Sur les cartes du gouvernement, c'était un point, un numéro de recensement, l'Ejido 114. Pour ses habitants, c'était simplement « ici ». Un endroit dont on parlait au présent, car il n'avait pas d'avenir, et son passé était une succession de fatigues dont personne ne voulait se souvenir. C'était un ensemble de maisons en adobe et de toits en tôle qui brillaient sous le soleil comme des miroirs brisés, aveuglant ceux qui les regardaient à midi. Quelques rues non pavées, où le vent soulevait des tourbillons de poussière fine et rougeâtre qui s'introduisaient dans les yeux, dans la gorge, dans la nourriture, dans l'âme. Et une chaleur qui écrasait tout, de l'aube au crépuscule. Une chaleur qui faisait trembler l'air au-dessus du sol, créant des mirages d'eau là où il n'y avait que soif. Une chaleur qui rendait les pensées lentes et collantes comme du miel. Ici, le temps ne courait pas. Il rampait. Lourd, dense, comme du miel coulant un après-midi d'août. Les jours se distinguaient par l'angle des ombres, pas par les événements. Et dans la dernière maison de la dernière rue, celle qui jouxtait le désert infini, celle qui tournait le dos au reste du village comme dans un acte de mépris silencieux, vivaient eux. Rosalba et son fils, Matteo. Pour le reste du village, ils étaient simplement les bizarres, ceux du bord. La veuve et son garçon, des noms qui étaient des barrières, des moyens de classer et d'oublier. Personne ne savait grand-chose d'eux. Pas vraiment. Les connaissances se basaient sur des fragments,
des regards furtifs à travers des fenêtres poussiéreuses, des chuchotements échangés à l'épicerie ou dans le parvis de l'église après la messe à laquelle il n'assistait jamais. Ils étaient un mythe local, un conte édifiant. Rosalba ne parlait à personne. Son silence était une armure. Elle sortait une fois par semaine, le jeudi, jour de marché dans le chef-lieu. Toujours à la même heure, juste au moment où le soleil commençait à descendre, mais où il faisait encore jour. Toujours la tête baissée, le regard fixé sur le sol à quelques mètres devant ses pieds, comme si elle suivait un chemin invisible qu'elle seule connaissait. Son pas était rapide, efficace, sans hésitation. Elle achetait le nécessaire. Des haricots, de la farine, quelques légumes fanés, du beurre. Payait avec l'argent exact, compté dans son porte-monnaie avant de quitter la maison, pour éviter toute interaction inutile, et retournait s'enfermer dans sa forteresse d'adobe. Matteo ne sortait jamais seul. Jamais. Il était son ombre, son appendice. Il marchait toujours main dans la main avec sa mère. Un jeune homme de presque 20 ans, avec un corps grand et fort forgé par le travail silencieux de son petit lopin de terre. Des épaules larges, des mains d'homme calleuses et habiles, mais avec le regard perdu et doux d'un enfant de 10 ans. Ses yeux ne se fixaient pas sur le monde. Ils glissaient sur les visages, les maisons, les chiens errants, sans rien enregistrer, comme s'il voyait à travers les choses. Il ne s'arrêtait que sur une seule chose, sur une seule personne, elle. Sa mère était son soleil, sa lune, son univers tout entier, l'encre qui le maintenait dans ce monde, le seul point de repère dans sa carte mentale, confuse et limitée. Le village les observait de loin, avec cette distance de sécurité que l'on garde avec les animaux blessés ou les câbles haute tension tombés. Derrière les rideaux en dentelle, depuis les portes entr'ouvertes, depuis les bancs de la place. Il les observait avec ce mélange toxique de pitié et de méfiance que l'on réserve à ce que l'on ne comprend pas. Il murmurait. « Pauvre femme !» disait Doña Elvira dans sa boutique, tout en pesant 1 kilo de sucre. « Elle porte un lourd fardeau, s'occuper de ce garçon toute sa vie. Ce Matteo n'a pas toute sa tête, » répondait un fermier en crachant dans la poussière. Il a le regard vide, comme un puits asséché. Il ne sera jamais capable de se débrouiller seul. Que deviendra-t-il quand elle ne sera plus là? Il mourra de faim, ou on le retrouvera perdu dans le désert. Mais personne ne s'approchait. Personne ne posait de questions. Dans les petits villages, la curiosité est une arme dangereuse, et le silence est un moyen de survie. Se mêler de la vie des autres, c'était les inviter à se mêler de la vôtre, et tout le monde avait quelque chose à cacher. La porte de cette maison était une frontière, et personne n'osait la franchir. Jusqu'au jour où une lettre arriva. La lettre n'avait pas d'expéditeur, ni de timbre. Quelqu'un avait dû la glisser sous la porte du bureau du DIF, à 2 heures de route de là, probablement dans l'obscurité de l'aube, dans un acte de lâcheté ou de désespoir. Elle était écrite sur une feuille arrachée d'un cahier d'enfant, de ceux à large ligne, en papier bon marché et rugueux. L'écriture était maladroite, presque illisible. Les lettres inclinées et serrées, comme si la main qui l'avait écrite tremblait de peur, de rage, ou de l'urgence de libérer le poison qu'elle contenait. Il ne contenait que quelques mots. Des mots qui étaient eux comme des pierres jetées dans un étang calme. Chez Rosalba Garcia, l'enfant n'est pas un enfant, et l'amour est un péché. Faites quelque chose. C'est tout. Ni signature, ni date. Un cri anonyme sur une feuille de papier. La lettre, anonyme et cryptique, atterrit sur le bureau d'Anna Valdé. Ou plutôt, elle finit dans la pile des « affaires diverses », destinées à être classées et oubliées.
Anna était nouvelle dans son travail. Elle avait 24 ans, son diplôme fraîchement accroché au mur de son petit appartement loué, et une dose dangereuse d'idéalisme qui n'avait pas encore été érodée par la bureaucratie. Elle croyait encore pouvoir changer le monde. Ou du moins, une petite partie. Ses collègues plus âgés, endurcis par des années passées à voir le pire de la nature humaine, lurent la note et haussèrent les épaules, avec une indifférence qui sembla criminelle à Anna. « Des ragots de village », dit Ricardo. Un homme au dos courbé par le poids des dossiers et à l'âme courbée par le poids des tragédies. C'est sûrement une voisine envieuse qui en veut à cette pauvre femme. Ou une bigote qui s'indigne pour un rien, ajouta Martha, tout en se vernissant les ongles d'un rouge vif, petite rébellion contre la grisaille du bureau. Elle les a peut-être vus enlacés et a déjà imaginé l'apocalypse. Classe ça, Anna. On a des cas réels, des enfants battus, pour de vrai, avec des bleus qu'on peut photographier. Mais Anna ne pouvait pas classer l'affaire. Ces mots lui restaient en tête. Ils avaient une résonance étrange, une cadence perverse. L'enfant n'est pas un enfant. Une contradiction simple et terrifiante. L'amour est un péché. Quel genre d'amour? Quel genre de péché peut-il y avoir dans un endroit si oublié de Dieu? Un endroit qui ressemble au purgatoire sur terre? Elle ressentit un frisson, malgré la chaleur étouffante du bureau, où un ventilateur asthmatique brassait à peine l'air lourd. Elle eut un pressentiment. Un nœud serré dans l'estomac lui disait que cette feuille de cahier était importante. Qu'il s'agissait d'un appel à l'aide déguisé en murmure. Elle dit à son patron qu'elle allait faire une visite de routine. Une simple évaluation des conditions socio-économiques. Une excuse pour apaiser son inquiétude. Son patron, M. Benitez, un homme dont le seul objectif était d'arriver à la retraite sans encombre, soupira, l'agacement se lisant dans les rides de son front. « Tu perds ton temps, Anna, et l'essence de la tsuru du service. Mais si tu insistes, vas-y. Ne t'attends juste pas à trouver quoi que ce soit. Et rapporte-moi le formulaire de frais de déplacement rempli à ton retour. » Le système ne s'intéressait pas aux murmures. Le système était sourd. Il ne réagissait qu'aux cris, au sang, aux gros titres des journaux. Mais Anna ne le savait pas encore. Elle croyait encore au système. Le voyage fut long et étouffant. La tsuru blanche du gouvernement n'avait pas de climatisation et les fenêtres ouvertes ne laissaient entrer qu'un souffle d'air chaud et poussiéreux. La route en terre battue secouait la voiture, faisant claquer ses dents. Le soleil était un brasier au-dessus de sa tête, le paysage une monotonie de broussailles et de terre craquelée. Le bus la déposa à l'entrée du village, un arrêt improvisé à côté d'un oxo défraîchi dont la simple existence semblait être une erreur, un anachronisme. Elle marcha dans les rues vides. Le silence de midi était presque total, rompu seulement par le bourdonnement d'une mouche et les aboiements lointains et apathiques d'un chien. La poussière lui rentrait dans la gorge, lui laissant un goût de terre. Elle sentait les regards des gens derrière les rideaux, invisibles mais lourds comme des pierres. Elle était une étrangère, une intruse, une menace pour la tranquillité pourrie de l'endroit. Elle trouva la maison au bout de la dernière rue. Elle était exactement comme elle l'avait imaginée, mais en pire, petite, isolée, avec un air d'abandon qui faisait mal. La peinture de la porte était rongée par le soleil, révélant le bois sec et grisâtre en dessous. Une fenêtre était cassée, recouverte d'un carton graisseux, portant le logo d'une huile de cuisson. Il n'y avait pas de jardin, seulement une cour en terre battue où une poule maigre picorait sans espoir. Anna prit une profonde inspiration. L'air sentait la terre sèche, la créosote des voies ferrées voisines et autre chose. Une odeur indéfinissable qui émanait de la maison. Une odeur de renfermé, une vieille tristesse, fermentée.
Elle leva la main pour sonner. Elle hésita un instant. Son cœur battait fort. Que trouverait-elle de l'autre côté? Avait-elle le droit de le savoir? Ou valait-il mieux, comme tous les autres, faire demi-tour et oublier? Il frappa 3 fois. Toc, toc, toc. Le son résonna dans le silence, artificiel et scandaleux. Plusieurs secondes s'écoulèrent, une éternité. Rien, seulement le bourdonnement de la chaleur. Il frappa à nouveau, plus fort cette fois, avec la paume de la main. Le son fut creux et définitif. Diff, visite de routine. Cria-t-il, sa propre voix lui semblant étrangère, trop officielle, trop agressive. Il entendit un bruit à l'intérieur. Un traînement de pieds sur de la terre battue. Le verrou s'ouvrit. Un bruit métallique, rouillé, qui protestait comme un vieil animal qu'on réveille. La porte s'ouvrit légèrement, et un œil la regarda. Un œil sombre, méfiant, entouré de rides fines comme une carte de fatigue. C'était Rosalba. « Que voulez-vous » demanda-t-elle d'une voix rauque, comme si elle ne s'en servait pas souvent, une voix de papier de verre. « Je suis Anna Valdés, du DIF. Juste une visite de routine pour voir si vous avez besoin de quelque chose du programme. » Anna essaya de sourire, mais elle sentit que son geste était une grimace grotesque. « Nous n'avons besoin de rien. » La porte commença à se refermer. « Madame, s'il vous plaît » insista Anna en mettant un pied pour l'arrêter, un geste qui lui sembla brutalement intrusif, une violation de cette frontière sacrée. « C'est mon travail. Cela ne prendra pas longtemps. C'est juste pour le recensement. » Rosalba la regarda de haut en bas. Elle vit sa jeunesse. Son badge gouvernemental brillant, ses chaussures propres. Elle vit sa naïveté presque insultante. Peut-être pensa-t-elle qu'elle ne représentait pas une menace réelle. Elle soupira, un son de défaite, l'air s'échappant de poumons fatigués de lutter. « Entrez », dit-elle en ouvrant la porte à contre-cœur. L'intérieur de la maison était sombre et étonnamment frais. Les épais murs en adobe conservaient la fraîcheur de la nuit, isolant de l'enfer extérieur. Ça sentait l'humidité, la menthe Pouliot suspendue à une poutre pour éloigner les insectes, et la nourriture stockée. Les meubles étaient peu nombreux et vieux, polis par des décennies d'utilisation. Une table en bois massif avec des marques de couteaux. 2 chaises dépareillées, un lit de camp en toile dans un coin, avec une couverture usée pliée avec une précision militaire. Et dans l'autre coin, assis sur le sol en terre battue, se trouvait Matteo. Il serrait ses genoux contre lui. Il se balançait lentement, d'avant en arrière, d'avant en arrière. Un mouvement rythmique, hypnotique, comme celui d'un autiste. Il n'a pas levé les yeux quand Anna est entrée. C'était un homme grand et corpulent. Ses bras étaient épais, son dos large. Mais sa posture était celle d'un enfant effrayé dans un coin. « C'est mon fils, Matteo » dit Rosalba. Sa voix s'adoucit, perdit toute sa dureté lorsqu'elle prononça son nom. C'était comme si une lumière s'était allumée en elle. Elle s'approcha de lui. Elle caressa ses cheveux noirs et épais. « N'aie pas peur, mon chéri. C'est une visite du gouvernement. Il ne te fera pas de mal. » Matteo leva la tête, et Anna vit ses yeux. Ils étaient grands, d'un brun profond, presque noir, et ils étaient vides. Il n'y avait aucune malice en eux, ni intelligence au sens conventionnel du terme, seulement une dépendance absolue, une adoration aveugle. Il regardait sa mère comme si elle était la seule personne au monde, la seule source de lumière et de chaleur. Anna sentit une boule dans sa gorge. Elle essaya de sourire, un sourire professionnel qui semblait faux, un masque de papier. « Bonjour, Matteo. Je m'appelle Anna. » Matteo ne répondit pas.
Il ne la regarda pas. Il se contenta de cacher son visage dans la jupe de sa mère, comme un petit enfant cherchant refuge auprès d'un étranger. Rosalba l'étreignit avec une férocité qui surprit Anna. Ce n'était pas une étreinte tendre. C'était une étreinte possessive, territoriale. L'étreinte d'une lionne protégeant son unique petit d'un prédateur. Ses bras formaient une cage autour de lui. « Il est timide, » dit-elle, comme pour s'excuser, sans le lâcher. Il n'est pas habitué aux visites. Anna s'assit sur une des chaises. Le bois craqua sous son poids. Elle commença à poser les questions de son formulaire. Des questions stupides, bureaucratiques, impersonnelles, qui ne servaient à rien pour mesurer la véritable misère. Recevez-vous une aide du gouvernement? Non. Matteo fréquente-t-il une école ou un centre spécial? Non. Avez-vous un diagnostic médical officiel? Il est en bonne santé. Les réponses de Rosalba étaient biffées des murs d'un seul mot. Courtes, sèches, définitives. Anna avait l'impression de ne mener nulle part. Mais elle observait. Elle observait comment la main de Rosalba ne quittait jamais l'épaule de Matteo. Comment il tremblait si elle s'éloignait d'un centimètre. Comment il se regardait quand il pensait qu'elle ne les voyait pas. Ce n'était pas le regard d'une mère vers son enfant handicapé. C'était autre chose. Quelque chose de différent. Quelque chose qu'Anna ne pouvait nommer, mais qui lui glaçait le sang. Il y avait dans cette pièce une intensité presque suffocante. Un univers à deux, fermé, autonome, dangereux. Anna termina ses questions stupides. Elle se leva pour partir. « Merci de m'avoir accordé votre temps, madame. » Rosalba l'accompagna jusqu'à la porte. Matteo collé à son dos, sa main agrippée à sa robe. « Ne revenez pas, » dit-elle sans la regarder, le regard fixé sur le désert. « Nous n'avons pas besoin de vous. » La porte se referma derrière elle. Le bruit du verrou était définitif, comme celui d'un tombeau qui se refermait. Anna resta debout sous le soleil, clignant des yeux, désorientée. Le monde extérieur semblait irréel, trop lumineux, trop bruyant. Son esprit était resté dans l'obscurité de cette maison, dans le silence, dans ce regard entre mère et fils. Le formulaire qu'elle tenait dans sa main indiquait que tout allait bien. Il n'y avait pas de maltraitance physique évidente. Il n'y avait pas de malnutrition. Techniquement, il n'y avait rien à signaler. Mais son instinct lui criait que quelque chose n'allait vraiment pas. Le système recherchait des ecchymoses, des os cassés. Il ne recherchait pas les blessures de l'âme. Il ne comprenait pas les prisons invisibles que les gens se construisent eux-mêmes. Anna retourna au bureau. Son chef la regarda par-dessus ses lunettes. « Alors, tu as perdu ton temps ?»« Je ne sais pas, » répondit Anna. « Il y a quelque chose d'étrange. »« Bizarre n'est pas un crime, Valdés, » dit le chef en retournant à ses papiers. « Classe l'affaire et concentre-toi sur l'essentiel. » L'affaire fut classée, mais pas dans l'esprit d'Anna. La nuit, elle revoyait les yeux de Matteo et l'étreinte possessive de Rosalba. La note anonyme était toujours sur son bureau, sous un presse-papier. L'amour est un péché. Elle décida d'y retourner, mais cette fois, sans s'annoncer, sans être Anna Valdés, l'assistante sociale avec son badge et son formulaire, mais simplement Anna, une femme inquiète. Elle attendit une semaine. Elle retourna au village un samedi matin. Cette fois, elle ne se rendit pas à la maison. Elle alla à la seule épicerie, celle de Doña Elvira. Une pièce sombre qui sentait le savon en pâte, les piments séchés et le temps qui s'était arrêté. Elle acheta une bouteille de soda, transpirant à grosses gouttes à cause de la chaleur, et s'assit sur une chaise en plastique à l'extérieur,
à l'ombre précaire d'un auvent en toile. Pour attendre, pour observer, pour écouter. La propriétaire était une femme âgée, à la peau tannée par le soleil et aux petits yeux malicieux qui voyaient tout. Elle l'observa avec curiosité. « Vous n'êtes pas d'ici. » C'était une affirmation, pas une question. « Non, madame. Je viens de la ville. » Ils se mirent à parler. De choses insignifiantes, de la chaleur, du manque de pluie, de la mauvaise récolte. Peu à peu, avec la patience d'un pêcheur, Anna guida la conversation. « L'autre jour, j'ai rencontré une dame d'ici. Elle habite au bout de la rue. Rosalba Garcia. » Le visage de Doña Elvira se ferma, comme une porte. Sa gentillesse s'évapora. « Ah, oui, Rosalba. » Elle semble être une femme très seule. La commerçante a poussé un soupir, un son entre le mépris et la compassion. Seule parce qu'elle le veut bien. Elle n'a jamais laissé personne l'approcher, ni quand elle est arrivée, ni maintenant. Elle s'est enfermée dans cette maison avec le garçon et a tourné le dos au monde. Et son fils ? La femme fit le signe de croix, un geste rapide et automatique, une barrière contre le mal. Ce pauvre garçon, que Dieu lui pardonne. Il est né différent. Son esprit est resté celui d'une enfant. Un petit ange, disent certains. Une punition de Dieu, disent d'autres. Il y eut un silence. Anna n'insista pas. Elle ouvrit sa boisson et but une gorgée. Elle sentit que Doña Elvira voulait parler, que les ragots étaient un barrage sur le point de céder. « On dit des choses », murmura la commerçante en se rapprochant un peu, baissant la voix comme si les murs en adobe avaient des oreilles. Des choses étranges. « Quelles choses ?» demanda Anna, le cœur battant. « Que dans cette maison, la nuit et le jour sont identiques. Qu'ils ne se séparent jamais, même pour dormir. Qu'il dort sur une natte au pied de son lit, comme un chien de garde. Qu'elle le lave encore, malgré son âge. » La femme regarda des deux côtés de la rue, comme si elle craignait d'être entendue par les fantômes du village. « Mon neveu est passé par là une fois, la nuit, alors qu'il rentrait tard des champs. Et il a entendu de la musique et des rires, comme lors d'une fête. Mais ils n'étaient que tous les deux. Il dit avoir regardé par une fente de la fenêtre et les avoir vus danser, enlacés, au milieu du salon plongé dans l'obscurité. Qui danse ainsi, seul avec sa mère? Un autre frisson parcourut Anna, malgré la chaleur. Et puis, l'autre chose. Quoi? Il y a quelques années, environ 5, Rosalba est partie pendant un certain temps, quelques mois. Elle a dit qu'elle allait travailler en ville, dans une usine. Elle a confié Matteo à une cousine éloignée qui vit de l'autre côté de la colline. Quand elle est revenue, elle était différente, plus silencieuse, plus renfermée. Et peu après, les gens ont commencé à dire qu'elle s'était mariée. Mariée? Avec qui? La commerçante baissa la voix jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un murmure à peine audible. Personne ne le sait. Personne n'a jamais vu d'homme dans les parages. Elle a fait passer une annonce dans le journal municipal. Une annonce de mariage. Avec un certain José Pérez. Un nom si commun que personne ne s'est posé de questions. Comme un fantôme. Personne n'a jamais connu ce José Pérez. Anna avait la tête qui tournait. Un mari fantôme? Un mariage secret? Elle retourna à son bureau et s'enferma dans les archives. Elle fouilla dans les microfilms des vieux journaux. Des heures et des heures de papier jauni défilèrent main sous ses yeux. Un cimetière de nouvelles oubliées? Et puis elle le trouva. Un petit encadré dans la rubrique Société, coincé entre une annonce pour une quincaillerie et une nécrologie, daté de 5 ans auparavant.
Rosalba Garcia et José Pérez se sont unis par les liens du mariage. Le couple résidera à son domicile privé. José Pérez. Ce nom ne lui disait rien. Mais l'intuition d'Anna lui criait que la clé était là. Elle décida de faire quelque chose d'illégal. Quelque chose qui pourrait lui coûter son travail. Un soir, quand tout le monde était parti, elle força le tiroir des dossiers classés. Elle chercha le dossier de Rosalba. Un dossier mince, presque vide. Il ne contenait que le rapport d'une visite antérieure, datant de plusieurs années, lorsque Matteo était enfant. À l'intérieur, agrafé à la première page, se trouvait une copie de son acte de naissance. Anna le lut à la lumière vacillante de son téléphone portable. Nom: Matteo Garcia. Date de naissance: 23 mai 1988. Nom de la mère: Rosalba Garcia Lopez. Nom du père: non spécifié. Puis elle vit autre chose. Quelque chose qui lui glaça le sang. Le deuxième nom de famille de Rosalba: Lopez. Et le deuxième nom de famille du mystérieux mari du journal: José Pérez. Lopez. Cela ne pouvait pas être vrai. C'était une coïncidence absurde. Ça devait l'être. Mais, et si ce n'était pas le cas? Et si Rosalba, pour créer un mari fantôme, avait utilisé son propre deuxième nom de famille? Pour créer une illusion de normalité, un bouclier contre le monde? L'esprit d'Anna tournait à toute vitesse. La solitude, l'isolement, la dépendance totale à Matteo, l'étreinte de la lionne, le regard qui n'était pas celui d'une mère et de son fils. L'amour est un péché. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler, formant une image monstrueuse, une image que son esprit refusait d'accepter. Elle eut un haut-le-cœur. Une sueur froide lui coula dans le dos. Elle s'appuya contre le classeur pour ne pas tomber. Le métal était froid, aussi froid que la vérité qu'elle commençait à soupçonner. Elle avait besoin de preuves irréfutables. Mais comment les obtenir? Comment entrer à nouveau dans cette maison? Comment briser cet univers fermé de deux personnes? Une semaine plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un appel au bureau du DIF. C'était la voix d'une femme, tremblante et pressée. « Je suis la cousine de Rosalba, celle qui s'est occupée de Matteo pendant un certain temps. »« Dites-moi, » a dit Anna, le cœur battant à 1000 à l'heure. « Rosalba est malade, très malade. Elle a une forte fièvre. Elle ne me laisse pas entrer, mais je l'entends délirer à travers la porte. Et Matteo ? Matteo pleure comme un enfant perdu. Il ne sait pas quoi faire. Vous devez venir. » C'était leur chance. Terrible et nécessaire. Anna et un ambulancier arrivèrent à la maison. La porte n'était pas verrouillée. Ils entrèrent. La scène était désolante. Rosalba était sur le lit de camp, tremblant sous une couverture fine et usée. Sa peau brûlait au toucher. Ses yeux étaient vitreux, fixés sur un point invisible du plafond. Elle murmurait des choses sans queue ni tête. Et à côté d'elle, sur le sol, se trouvait Matteo. Il pleurait en silence. Les larmes coulaient sur ses joues sans qu'il ne fasse mine de les essuyer. Il tenait la main de sa mère, comme si c'était une ancre au milieu d'une tempête. Le secouriste commença à s'occuper de Rosalba. « C'est une infection grave. Elle doit être hospitalisée, tout de suite. » Matteo se leva d'un bond. « Non !» cria-t-il. « Ne l'emmenez pas !» C'était la première fois qu'Anna l'entendait parler. Sa voix était celle d'un enfant effrayé prisonnier du corps d'un homme. « Elle ne part pas, elle reste avec moi !» Il s'interposa entre l'ambulancier et sa mère. Protecteur, désespéré. Anna s'approcha lentement de lui, les mains bien en évidence. « Matteo, calme-toi. Ta maman a besoin d'un médecin. Elle va s'en sortir. » Mais
Ils doivent l'emmener à l'hôpital. Non. Si elle part, elle ne reviendra pas. Comme la dernière fois. Si, elle reviendra, Matteo. Je te le promets. Il la regarda avec des yeux remplis de panique, à la recherche d'une vérité, d'une certitude qu'il ne pouvait trouver. « Tu prendras soin d'elle » demanda-t-il, la voix brisée. « Oui, » mentit Anna, et le mensonge lui laissa un goût de cendre dans la bouche. « Je veillerai à ce qu'elle revienne. » Matteo hésita. Il regarda sa mère, inconsciente. Puis Anna. Lentement, il s'écarta. Ils montèrent Rosalba dans l'ambulance. Lorsque le moteur démarra, Matteo poussa un gémissement. Un son animal, de pure douleur. Comme si on lui arrachait une partie de lui-même. Il courut derrière l'ambulance sur quelques mètres, jusqu'à ce que ses jambes ne puissent plus le porter. Il tomba à genoux dans la poussière de la rue, seul. Pour la première fois de sa vie. Anna resta avec lui. Elle le ramena à la maison. Elle s'assit en silence pendant qu'il pleurait. Des heures. Le soleil commença à descendre, peignant l'intérieur de la maison de tons orangés et d'ombres longues. Anna savait qu'elle devait le faire maintenant. C'était sa seule chance. Pendant que Matteo somnolait dans le fauteuil, épuisé par les pleurs, elle se mit à chercher, le cœur battant à tout rompre, se sentant comme une intruse, une profaneuse de secrets. Elle ouvrit un vieux coffre en bois au pied du lit de camp. À l'intérieur, il y avait de vieux vêtements qui sentèrent la naphtaline. Des souvenirs. Et au fond, une boîte en métal, une boîte à biscuits, fermée par un petit cadenas rouillé. Anna chercha une épingle à cheveux dans ses cheveux. Elle travailla sur la serrure avec des mains tremblantes. Clic. Le cadenas s'ouvrit. Elle souleva le couvercle. À l'intérieur se trouvait un petit album photo. Les premières photos montraient Matteo bébé, heureux, souriant. Rosalba semblait jeune, fatiguée mais avec une lueur dans les yeux. Au fil des pages, Matteo grandissait, mais son expression ne changeait pas. Il restait un enfant, et la lueur dans les yeux de Rosalba s'éteignait peu à peu, remplacée par une intensité sombre, protectrice, possessive. Puis, elle arriva à la dernière page. Il y avait 2 photos. Sur la première, Rosalba et Matteo étaient debout, côte à côte. Elle portait une robe blanche, simple, probablement la plus belle qu'elle possédait. Lui, une chemise propre et repassée. Il ne souriait pas. Il se regardait simplement, avec ce regard qu'Anna connaissait déjà. Et dans les mains de Rosalba, un petit bouquet de fleurs sauvages du désert. La deuxième photo était un gros plan de leurs mains. La main de Rosalba, petite et tannée. La main de Matteo, grande et forte. Entrelacées. Et à leurs annulaires, 2 bagues identiques. 2 simples anneaux en argent bon marché. Anna laissa tomber l'album. L'air s'échappa de ses poumons dans un sifflement. C'était vrai. Tout était vrai. Il n'y avait pas de José Pérez. Il n'y en avait jamais eu. Ils s'étaient mariés, la mère et le fils, dans leur propre monde, selon leurs propres règles, loin des yeux de Dieu et des hommes. Mais la preuve définitive n'était pas encore là. Les photos ne suffisaient pas au système. Le système avait besoin de science, de données froides, incontestables. Et puis, elle le vit, au fond de la boîte. Une enveloppe jaunie. À l'intérieur, une mèche de cheveux épais et foncés, attachée avec un ruban bleu, et une étiquette écrite à la main. La première coupe de cheveux de mon enfant. Et à côté, une brosse à cheveux, la brosse de Rosalba, pleine de ses longs cheveux foncés. Anna prit la brosse. Elle prit la mèche de cheveux de Matteo. Elle rangea le tout dans un sac en plastique dans son sac à main. C'était la preuve. La clé qui ouvrirait la porte de l'enfer.
Elle quitta la maison sans faire de bruit, laissant Matteo dormir dans un monde qui était sur le point de voler en éclats. Le trajet du retour fut un cauchemar. À chaque kilomètre, elle ressentait le poids de ce qu'elle avait fait, le poids de ce qu'elle était sur le point de faire. Elle transportait la preuve dans son sac, une bombe à retardement biologique. Le lendemain, elle envoya les échantillons à un laboratoire privé dans la capitale de l'État. Elle paya l'analyse de sa poche. Test de parenté, le plus simple de tous, celui qui confirmerait la relation mère-fils. Mais Anna demanda quelque chose de plus. Elle demanda que l'on compare l'ADN des deux et que l'on recherche des marqueurs de consanguinité. L'attente fut le pire. 1 semaine. 7 jours pendant lesquels Anna dormit à peine. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait les bagues en argent, les mains entrelacées, les yeux de Matteo. Finalement, l'email arriva, avec la pièce jointe, un PDF, un simple document numérique qui contenait la fin d'un monde. Anna l'ouvrit. Ses yeux parcoururent les chiffres, les tableaux, le jargon scientifique qu'elle ne comprenait pas tout à fait, jusqu'à ce qu'elle arrive à la fin, au résumé. Conclusion. La probabilité que Rosalba Garcia soit la mère biologique de Matteo Garcia est de 99,999%. Elle le savait déjà. Elle continua à lire. Analyse d'homozygotie. Les résultats montrent un coefficient d'endogamie extrêmement élevé, compatible avec une descendance au premier degré, père-fille, mère-fils, frère-sœur. C'était là, noir sur blanc, la science confirmant l'abomination. Anna posa sa tête sur le bureau. Elle ne ressentit ni triomphe, ni soulagement. Seulement un immense vide. Une profonde douleur pour 2 personnes qu'elle ne connaissait pas. Pour 2 âmes perdues dans un désert de solitude. L'histoire derrière la science était la véritable tragédie. Et Anna savait qu'elle devait la comprendre. Avant de remettre son rapport. Avant de déclencher le système. Rosalba se remettait lentement à l'hôpital municipal. Elle était faible et terriblement seule. Matteo ne pouvait pas lui rendre visite. Il était temporairement pris en charge par une cousine éloignée. Séparée de son soleil pour la première fois en 20 ans. Anna alla voir Rosalba. Elle la trouva assise sur son lit, regardant par la fenêtre un mur de briques. La lumière du couchant dessinait son profil fatigué. « Comment va-t-il » fut la première chose qu'elle demanda, d'une voix à peine audible. Elle ne s'enquit pas de sa santé, ni des médecins, seulement de lui. « Il va bien », répondit Anna. « Tu lui manques beaucoup. » Rosalba acquiesça sans regarder Anna. « Il me manque aussi. C'est comme si on m'avait arraché l'air. » Il y eut un long silence. Anna s'assit sur une chaise près du lit. Elle posa l'album photo sur la couverture. Rosalba baissa les yeux. Elle le reconnut immédiatement. Son corps se raidit. « Vous êtes entré chez moi. Je suis désolé. Je devais comprendre. » Rosalba ne dit rien. Elle se contenta de regarder l'album, comme si elle voyait un fantôme de sa propre vie. « Racontez-moi, Rosalba, » dit Anna, d'une voix aussi douce que possible. « Aidez-moi à comprendre. » Et Rosalba, peut-être à cause de la fièvre qui l'avait laissée sans défense, peut-être à cause de la solitude écrasante de la chambre d'hôpital, peut-être parce que son monde était déjà brisé, se mit à parler. Et son histoire était plus sombre et plus triste que tout ce qu'Anna aurait pu imaginer. Je suis né sans que personne ne m'aime. Ma mère est morte en couches. Mon père m'a reproché toute ma vie. Il me frappait. Pas avec sa ceinture, ça aurait été plus facile. Pire, il me frappait avec son silence, avec son regard, avec sa façon de ne pas me voir quand je lui passais son assiette.
J'ai grandi invisible dans ma propre maison. Un obstacle, un rappel constant de sa perte. À 15 ans, il m'a mise à la porte. Il m'a dit que j'étais déjà une femme, que je devais me débrouiller seule. Je suis parti en ville. J'ai travaillé comme j'ai pu. J'ai nettoyé des maisons. J'ai servi des tables dans une auberge crasseuse. Le monde était un endroit froid. Plein d'hommes qui ne voulaient penser qu'une chose. Et ils la prenaient, sans demander. Personne ne s'est occupé de moi. Personne ne m'a protégé. Un jour, mon corps a changé. Mon ventre a commencé à grossir. Je ne savais pas qui était le père. Ça aurait pu être n'importe qui. J'avais peur. J'étais seul. J'ai pensé à en finir, à me jeter d'un pont. Mais alors, je l'ai senti. Un coup de pied. En moi. La vie. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas seul. Quelqu'un avait besoin de moi. Quelqu'un m'appartenait, et je lui appartenais. Ce sentiment m'a sauvé. Il m'a donné une raison de continuer. Quand Matteo est né, c'était comme si le monde s'était rempli de couleurs. J'ai regardé ses yeux, et j'ai vu de l'amour pur, inconditionnel, le seul amour que j'avais connu. J'ai juré de le protéger. J'ai juré qu'il ne se sentirait jamais seul, qu'il ne serait jamais invisible, que je serais son monde et qu'il serait le mien. Je suis retourné au village. Dans la maison de mes grands-parents, qui était vide. Je pensais que ce serait un endroit sûr pour élever mon fils. Je me suis trompé. Le village m'a jugé. Mère célibataire. La salope. Ils me montraient du doigt. Ils murmuraient à mon passage. J'ai isolé Matteo de leur venin. Je ne le laissais pas jouer avec les autres enfants. J'avais peur qu'il lui fasse du mal, qu'il lui transmette la méchanceté du monde. Il n'y avait que lui et moi, contre tous. Quand il a grandi, j'ai réalisé qu'il n'était pas comme les autres. Son esprit était simple, pur, comme celui d'un enfant éternel. Les médecins ont utilisé des mots que je ne comprenais pas. Retard, handicap. Pour moi, il était parfait. C'était mon Matteo. Le monde extérieur ne le comprendrait pas. On lui ferait du mal. On se moquerait de lui. Alors j'ai fermé la porte. Et nous avons créé notre propre monde. Entre ces 4 murs d'adobe. Il avait besoin de moi pour tout. Pour manger. Pour s'habiller. Pour vivre. Et j'avais besoin de lui. J'avais besoin de son amour, de sa dépendance. Il me donnait l'impression d'être importante. Il me donnait l'impression d'être aimée. Les années ont passé. Il est devenu un homme. Mais pour moi, il est toujours resté mon petit garçon. Et moi, j'ai commencé à vieillir. J'ai été prise d'une panique terrible. Que lui arriverait-il si je mourais? Qui prendrait soin de lui? Qui le protégerait? Cette idée m'empêchait de dormir. Et puis, une nuit, il a fait un cauchemar. Il criait « Ne me laisse pas, maman, ne pars pas !» Je l'ai serré dans mes bras et je lui ai murmuré à l'oreille « Je ne te quitterai jamais, mon amour. Nous serons toujours ensemble. » Et à ce moment-là, j'ai su. La seule façon de nous assurer que personne ne nous séparerait, jamais, c'était de nous unir, pour toujours, pas comme mère et fils, mais comme une famille, comme mari et femme. Je sais que cela semble monstrueux, je le sais. Mais dans notre monde, cela avait du sens. C'était un pacte, une promesse. J'ai acheté les alliances en ville, j'ai cousu ma propre robe. Et un jour, nous avons organisé une cérémonie. Juste nous deux. Nous avons échangé nos vœux. Je promets de toujours prendre soin de toi. Je promets de ne jamais te quitter. Ce fut le jour le plus heureux de ma vie. Enfin, nous avions une famille. Une vraie. Personne ne pouvait nous toucher.
Personne ne pouvait nous séparer. Nous étions faits l'un pour l'autre, pour toujours. L'amour s'est transformé. Il est devenu quelque chose de total, d'absolu. Il était mon fils, mon ami, mon compagnon, mon mari. Il était tout pour moi, et j'étais tout pour lui. Est-ce un péché? Aimer quelqu'un à tel point que vous ne voulez que rien ni personne ne s'interpose, le monde nous traitera de monstres. Mais le monde n'était pas là. Dans l'obscurité, dans la solitude, nous n'avions que l'un l'autre. Et nous nous sommes accrochés à cela, de toutes nos forces, jusqu'à la fin. Rosalba finit de parler. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Anna ne savait pas quoi dire. Il n'y avait pas de mots. Il n'y avait pas de jugement. Seulement une tristesse infinie. Une tragédie née de la solitude la plus profonde. Un amour qui, dans son désespoir de survivre, était devenu cancéreux. Elle quitta l'hôpital. Le rapport ADN brûlait dans son sac. Elle avait désormais l'histoire complète. Le contexte. La douleur. Mais le système se moquait de la douleur. Le système ne voulait que des faits, des preuves, des affaires à classer. Le lendemain, le cœur de pierre, Anna présenta son rapport. Il remit le dossier à son supérieur, maître Benitez. Celui-là même qui lui avait dit de ne pas perdre son temps. L'homme l'ouvrit. Il lut le rapport du laboratoire. Il lut le résumé d'Anna. Son visage ne trahit aucune émotion. Ni surprise, ni horreur, ni pitié. Juste un léger agacement, comme si on lui avait donné plus de travail que nécessaire. Il leva les yeux des papiers. Son regard était perdu dans l'écran de son ordinateur. Bon, Valdés, c'est un gâchis. Il ne dit pas « quelle tragédie ». Il ne dit pas « pauvre diable ». Il dit « un gâchis », un problème administratif. Maintenant, ce n'est plus un simple cas de suivi, a-t-il poursuivi, sur le même ton monotone. Cela implique l'inceste, un éventuel enregistrement de mariage frauduleux. Cela relève du ministère public, au parquet chargé des délits familiaux. Il se leva et se dirigea vers un classeur. Il en sortit un formulaire. Remplissez le formulaire 39C. C'est la demande d'intervention interinstitutionnelle. Soyez très précise dans les détails. Joignez une copie du rapport ADN et de votre rapport. J'ai besoin de 3 copies. Une pour nos archives, une pour le ministère public et une pour le service juridique. Anna le regarda, incrédule. « Monsieur, ce sont des personnes. Rosalba est à l'hôpital. Matteo est seul. » « Mademoiselle Valdés, l'interrompit-il sans la regarder. Maintenant, ce sont des dossiers. Le dossier 397 Coahuila. Votre travail ici consiste à remplir correctement les papiers, afin qu'un autre service puisse prendre le relais. Ne vous impliquez pas émotionnellement. C'est la première erreur d'un novice. Anna sentit un froid glacial l'envahir. Le système ne recherchait pas la justice. Il cherchait à classer l'horreur dans des dossiers, à la trier, à l'archiver jusqu'à ce qu'elle soit oubliée. Elle passa 2 jours à remplir des formulaires, à faire des copies, à agrafer des documents. La tragédie humaine de Rosalba et Matteo se transformait en une pile de papier. Finalement, elle apporta le dossier au ministère public. La femme à l'accueil ne la regarda même pas. Crimes familiaux, 3e étage, avec maître Ramos. Elle monta les escaliers. Le couloir sentait le vieux papier et le désespoir. Des gens attendaient sur des bancs en plastique. Des visages fatigués. Des regards vides. Tous avec leurs propres tragédies transformées en dossiers. Elle attendit 2 heures. Finalement, on l'a appelée. Maître Ramos était une femme d'une 50aine d'années. Elle avait le regard dur et portait un tailleur impeccable. Elle apprit le dossier qu'Anna lui tendait. Elle l'a feuilleté rapidement.
Ses sourcils se sont légèrement arqués lorsqu'elle a vu le rapport ADN. Ce fut sa seule réaction. « Intéressant », dit-elle froidement. « Un cas d'école. » Elle posa le dossier sur son bureau, sur une pile d'autres dossiers identiques. « Bien. Nous allons ouvrir une enquête. Les personnes impliquées seront convoquées pour témoigner. Des expertises psychologiques seront réalisées. Le processus est lent, mademoiselle Valdés. Nous avons beaucoup de dossiers. Mais, maître, insista Anna, que va-t-il leur arriver maintenant? Matteo a besoin de sa mère. Et Rosalba... Madame Garcia sera placée en détention à sa sortie de l'hôpital, l'interrompit l'avocate. Et le jeune garçon, Matteo, c'est ça? Il sera évalué. S'il est jugé incapable de prendre soin de lui-même, il sera placé dans une institution publique. Une institution? Cela va le détruire. Sa mère est tout ce qu'il a. Maître Ramos la regarda pour la première fois, avec un mélange d'irritation et de pitié. « Mademoiselle, vous travaillez pour le DIF, n'est-ce pas? Vous devriez savoir comment cela fonctionne. La loi est la loi. Ce que vous décrivez est un délit. Notre travail consiste à appliquer la loi, pas à faire de la thérapie familiale. Je vous remercie pour votre rapport. Vous pouvez vous retirer. Nous vous tiendrons informés, éventuellement. » Anna quitta le bureau avec le sentiment de manquer d'air. Elle avait déclenché une machine impersonnelle et monstrueuse. Une machine à broyer des vies qui fonctionnait sur la base de codes et d'articles. Pas sur la compassion, pas sur la compréhension. Les jours suivants furent une torture. Personne ne la tenait informée. Elle appelait le ministère public et on la transférait d'un poste à l'autre, jusqu'à ce que la communication soit coupée. Elle s'y rendait en personne et on lui disait que l'avocate était en réunion, qu'elle revienne le lendemain. Le système était un mur, un labyrinthe conçu pour épuiser ceux qui cherchaient des réponses. Une semaine plus tard, elle l'apprit par un collègue. Pas par une annonce officielle. « Tu as entendu parler de l'affaire d'inceste dans le désert? Hier, ils ont mené l'opération. » « Quelle opération ?» demanda Anna, le cœur serré. « Eh bien, la police est allée à la maison pour arrêter le type. Et ils ont sorti la mère de l'hôpital. Ils sont déjà en détention. » Anna courut au commissariat. L'officier de garde était en train de manger des chips. « Je cherche des informations sur Matteo Garcia. » L'officier mâcha bruyamment. Il consulta un registre. « Ah, oui. Le fou. Il est dans la cellule 3, en attente d'être transféré à l'hôpital psychiatrique public. Je peux le voir. Ce n'est pas l'heure des visites. S'il vous plaît, je suis son assistante sociale. » L'homme soupira, essuyant la graisse sur ses doigts avec son pantalon. 5 minutes, et ne touchez à rien. Il la conduisit dans un couloir sombre. L'odeur d'urine et de désinfectant bon marché était insupportable. Il s'arrêta devant la cellule 3. Et Anna le vit. Matteo était recroquevillé dans un coin, sur le sol en ciment froid. Il serrait ses genoux contre lui, comme la première fois qu'elle l'avait vu. Se balançant, murmurant un seul mot, encore et encore. « Maman, maman, maman. » Ses yeux étaient vides. Plus vides que jamais. La lumière qui les animait, la lumière qui ne s'allumait qu'à la vue de sa mère, s'était éteinte. Complètement. Anna s'approcha des barreaux. « Matteo ?» Il ne réagit pas. Il ne la vit pas. Il ne l'entendit pas. Il était perdu, dans un monde sans son soleil, sans son centre. Le policier s'éclaircit la gorge. Le temps est écoulé. Anna s'éloigna de la cellule. Les larmes lui brûlèrent les yeux. Ce n'était pas de la justice. C'était de la cruauté.
C'était la destruction systématique d'un être humain. Elle avait suivi les règles. Elle avait activé le système. Et le système avait répondu par sa brutalité aveugle. Il avait séparé les deux seules personnes qui savaient au monde. Et il les avait plongées dans l'obscurité. Seules. Pour toujours. Je ne sais pas ce qu'est devenue Rosalba. Elle purge probablement une peine dans une prison pour femmes, transformée en un numéro, une statistique. Je sais ce qu'est devenu Matteo. Il a été transféré à l'hôpital psychiatrique d'État, un endroit dont peu de gens sortent, un dépôt d'âmes brisées. La maison au bout de la dernière rue est vide maintenant. Les fenêtres sont cassées. Les mauvaises herbes poussent dans la cour. La porte, qui gardait autrefois un univers, est maintenant ouverte. Elle grince sous le vent du désert. Parfois, je pense à Anna, la jeune assistante sociale qui voulait seulement aider, et qui a appris à ses dépens que le système n'est pas fait pour aider. Il est fait pour traiter, pour contenir, pour oublier. Qui sont les monstres dans cette histoire? La mère et le fils qui ont construit un amour tordu pour survivre à la solitude? Ou le système indifférent qui les a détruits au nom d'une loi qui ne comprend pas les cœurs brisés? Je n'ai pas la réponse. Je n'ai que l'image. L'image d'un homme recroquevillé sur le sol d'une cellule froide, murmurant le nom de sa mère, le seul nom qui donnait un sens à son monde, un monde qui n'existe plus. C'est ça, la vraie réalité du Mexique. Pas celle des gros titres, mais celle des murmures, celle des tragédies silencieuses qui pourrissent dans l'oubli. Classées, archivées, dans le dossier 397 Coahuila. Je suis Padre del Valle et rendez-vous dans la prochaine réalité mexicaine.